Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, un numéro qui nous mènera à travers différents pays du continent pour aborder plusieurs sujets politiques, économiques et culturels, à commencer par le MAEP, le Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'Algérie, à travers sa présidence actuelle du Forum, cherche à instaurer un dialogue intra-africain visant à trouver des solutions durables et globales aux problèmes du continent qui évolue dans un contexte international délicat. Mariam Damis. Depuis février dernier, l'Algérie est à la tête du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, l'une des initiatives phares de l'Union africaine visant à promouvoir les principes de bonne gouvernance et de gouvernance démocratique. Ce mandat algérien s'illustre par une vision nouvelle et proactive, fondée sur les principes de dialogue, de concertation et de coordination, afin de répondre efficacement aux défis croissants auxquels le continent africain est confronté. Forte de son long engagement historique en faveur des causes africaines, l'Algérie s'attache à élaborer des solutions purement africaines, adaptées aux spécificités et à l'évolution du continent. Cette approche traduit l'engagement sincère du président de la République en sa qualité de président du Forum, des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, à dynamiser cet outil essentiel. L'objectif est clair, renforcer la paix et la sécurité tout en accélérant le développement économique à l'échelle du continent africain. Dans un contexte géopolitique marqué par des défis politiques et sécuritaires majeurs, l'Algérie prend en charge la direction du MAEP pour les 2 prochaines années, une responsabilité d'une importance capitale. Ce mandat offre à l'Algérie l'opportunité de promouvoir l'esprit de solidarité africaine et de renforcer les principes de coopération commune. Il reflète également la confiance placée par les nations africaines dans le rôle stratégique de l'Algérie qui aspire à se positionner comme un acteur clé pour bâtir un avenir plus sûr, stable et prospère pour les peuples africains. À l'ère du numérique, comment peut-on faire pour accroître les solutions de financement du commerce en Afrique? C'est la question à laquelle des experts rassemblés à Windhoek, la capitale de la Namibie, essayent de répondre. Et pour cause, le déficit de financement du commerce en Afrique est estimé entre 90 et 120 milliards de dollars par an. Et il faut faire quelque chose de tous les fronts pour diminuer ce déficit. Il est possible, selon ces techniciens de la finance, Walid Yousfi. Ce sont des banquiers, des experts financiers, des praticiens du droit, des assureurs et des professionnels des organismes de régulation du continent africain intervenant dans le financement du commerce. Ils sont réunis à Windhoek, en Namibie, du 5 au 8 novembre 2024 à l'occasion du séminaire annuel Treximbank sur le financement du commerce et la facturage. L'événement aborde les tendances critiques du financement du commerce ainsi que les outils connexes et offre une formation sur la stratégie novatrice visant à renforcer l'écosystème commercial africain. L'une des observations les plus frappantes faites par Afreximbank est que l'adoption de solutions numériques à l'échelle mondiale a considérablement amélioré l'efficacité et la compétitivité sur la scène internationale. Le contraste avec l'Afrique met en évidence un potentiel de croissance immense et inégalé dans le paysage numérique. Le moment est venu d'adopter massivement les solutions numériques car nous serons laissés pour compte, d'autant plus que la révolution numérique s'accélère à un rythme remarquable et n'attend pas que nous la rattrapions. Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes économiques grandissantes, ce séminaire vise à doter les participants des connaissances et compétences essentielles pour naviguer dans les complexités du financement des transactions et de la structuration, surtout les petites et moyennes entreprises. L'adoption de la transformation numérique a le potentiel de remodeler le paysage financier africain. Les solutions numériques avancées peuvent simplifier et sécuriser les processus commerciaux en contribuant à réduire les coûts de transaction et à rationaliser les paiements transfrontaliers. En utilisant ces technologies, nous pouvons améliorer la transparence et l'efficacité du financement du commerce en veillant à ce que les plus petites entreprises puissent accéder au crédit et aux ressources dont elles ont besoin pour participer aux marchés internationaux. Selon les experts, le déficit de financement du commerce en Afrique est estimé entre 90 et 120 milliards de dollars par an.
La réduction des activités et le retrait de nombreuses banques internationales d'Afrique ont fortement limité la capacité des porteurs locaux à financer les besoins d'importation et d'exportation de leurs clients et ont créé une demande record de financement du commerce en Afrique, selon les experts. Le séminaire sur le financement du commerce en Afrique s'est déroulé à Windhoek, la capitale de la Namibie, a pris fin le 8 novembre 2024. Organisé par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, ce séminaire qui a rassemblé plus de 350 participants qui sont dans le domaine de la finance, l'assurance, les investisseurs et les professionnels de la régulation en Afrique se veut une plateforme des solutions innovantes visant à renforcer le système financier africain qui souffre encore de beaucoup de choses, mais qui donne aussi espoir. Mariam Damis. Avec leur certificat en poche, ces professionnels de la finance, de l'assurance ou encore de la régulation et même les investisseurs espèrent participer au vent de changement dans l'univers du financement du commerce en Afrique. Dans leur profession, le changement est inévitable, notamment dans l'ère où le numérique prend le dessus. Et pour cette raison, ils trouvent pertinent le séminaire sur le financement du commerce en Afrique. Nous sommes aujourd'hui dans une économie globale et le monde est devenu un petit village. Au moment où on parle de booster le commerce intra-africain, le digital devrait vraiment prendre une place centrale. Et c'est l'un des points abordés dans ce séminaire qui m'a le plus interpellé. Dans notre travail, il y a beaucoup de paperasse qui crée autant d'inefficacité et l'adoption du numérique n'est plus discutable. Je rentre avec plein d'informations et quand j'arrive dans mon pays, je vais organiser toute la documentation nécessaire pour préparer un dossier de financement bien ficelé. J'ai rencontré des gens qui sont dans le secteur de l'investissement et j'espère que quelques-uns d'entre eux vont financer notre projet de générateur d'électricité. Organisé chaque année par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, le séminaire sur le financement du commerce en est à sa 24e édition. Plusieurs thématiques sont proposées à ces professionnels par des experts. Des sujets comme le financement structuré du commerce, comment naviguer dans une zone de turbulence ou encore comment adopter les stratégies bancaires résilientes dans un paysage en pleine mutation. Ce type de formation est disponible dans le monde entier, mais il faut généralement se rendre aux États-Unis, à Londres, à Singapour, etc. Et peu de banques peuvent se permettre d'y envoyer de grandes équipes. C'est pourquoi nous faisons venir les experts sur le continent africain. Ainsi, pendant 3 jours seulement, nous pouvons former 350 personnes. Si les banques décident d'envoyer leur personnel en formation hors du continent, il n'y aura peut-être qu'une seule personne par organisation, car cela coûte cher. Nous pensons donc qu'en facilitant et en transférant ces compétences en Afrique, un plus grand nombre de personnes pourront alors cesser de rejeter les transactions qui sont autrement non bancables. Parce que les concepts comme le financement structuré du commerce rendent bancables des transactions qui ne le sont pas. L'espoir est donc de voir plus de financement affluer vers le continent africain. Plus de 350 professionnels de la finance et des investisseurs ont pris part au séminaire sur le financement du commerce en Afrique. La dernière journée fut consacrée à l'atelier sur l'affacturage, cette pratique peu connue en Afrique, mais qui pourrait changer la donne pour le financement des micro, petites et moyennes entreprises africaines. Lancement de la 14e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, cette célébration qui est à sa 4e saison au Togo, a pour thème l'entrepreneuriat et le développement des territoires. C'est une rencontre qui réunit les différents acteurs de l'écosystème, entrepreneurs, et autour de plusieurs activités offre aux entrepreneurs la possibilité de bénéficier des dispositions financières, de réseautage et de mentorat. C'est aussi un cadre pour définir les stratégies appropriées et des actions innovantes pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Au-delà de l'exposition de leurs œuvres, la 14e édition de la Semaine des entrepreneurs est aussi une occasion pour ces jeunes entrepreneurs de réfléchir sur les réelles difficultés auxquelles ils sont confrontés. Pour cette semaine, et nos attentes, d'abord, c'est de comprendre à fond les mécanismes de financement disponibles actuellement au Togo et les mécanismes également d'accompagnement, tant au niveau de l'État qu'au niveau des partenaires au développement. Plaider pour la facilitation des mécanismes de financement, mais aussi de la facilitation à l'accès au marché public pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes. À l'endroit de nos autorités, je plaide
à ce qu'on puisse revoir les réglementations fiscales, à ce que ça soit plus souple pour nous les jeunes entrepreneurs, pour que nous puissions vraiment demeurer dans le domaine et créer de la richesse et des emplois. L'événement se tient au Togo depuis 2010 grâce à l'appui financier et technique de plusieurs partenaires dans l'équipe de l'Europe. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est une initiative de Global Entrepreneurship Network GEN. Il s'agit de créer un cadre de promotion de l'entrepreneuriat pour une solidarité entre entrepreneurs togolais. Ils sont des innovateurs et des acteurs de changement. Si les États n'accompagnent pas les entreprises, les pays ne peuvent pas se développer. Donc il est important que pendant 8 semaines, nous puissions nous retrouver pour réfléchir, voir ce qu'on peut faire, mobiliser les acteurs, inspirer les jeunes entrepreneurs, permettre aux entrepreneurs qui ont réussi de venir expliquer leur parcours aux jeunes entrepreneurs, permettre à la population de connaître tous les mécanismes existants au niveau de l'État, également tous les programmes des partenaires qui accompagnent les entrepreneurs au niveau national. L'acte 4 va permettre de réfléchir sur l'entrepreneuriat comme un moteur de développement des territoires. Des panels, des forats, des plaidoyers, des journées de découverte sont entre autres activités concoctées pour meubler une semaine qui s'annonce riche, le tout couronné par une soirée de gala. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se tient du 18 au 24 novembre, va également se dérouler à Kara, à Tapamé et à Tchévier. La promotion de l'auto-emploi des jeunes et la lutte contre le chômage restent des priorités du gouvernement togolais pour une jeunesse épanouie et financièrement autonome. Une époque où la technologie remodèle les industries, les solutions fintech s'imposent comme les acteurs essentiels du paysage économique africain. En comblant le fossé entre les secteurs informels et formels, ces services financiers innovants permettent aux petites et moyennes entreprises de prospérer, favorisant à terme une économie plus résiliente. Amel Bouarba. Les solutions FinTech offrent un accès sans précédent aux services financiers pour les personnes traditionnellement exclues du système bancaire classique. Cet accès est crucial pour les PME qui constituent l'épine dorsale de nombreuses économies africaines. En fournissant des outils pour une gestion efficace des fonds, un accès au crédit et des opportunités d'investissement, la FinTech permet à ces entreprises de se développer et de se stabiliser. Selon Vera Sangoué, présidente et fondatrice de la Liquidity and Sustainability Facility, la construction d'une base manufacturière robuste nécessite un réseau solide de PME qui peuvent se transformer en entreprises formelles, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement durable qui soutient les grandes entreprises. Je pense que les solutions FinTech ont non seulement permis l'accès à de meilleurs services financiers, mais elles ont également apporté une meilleure résilience à ce segment de la population, qui jusqu'à présent a vraiment été le point d'ancrage du secteur informel que nous devons travailler, espérons-le, avec des solutions FinTech pour le rendre plus formel. La synergie entre la FinTech et les grandes entreprises est tout aussi importante pour soutenir la croissance en Afrique. En connectant les PME aux entreprises manufacturières établies, la FinTech favorise un environnement où la collaboration et l'innovation peuvent s'épanouir. L'Afrique ne peut pas se développer si nous ne mettons pas en place un secteur manufacturier et des grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises seront l'épine dorsale. Mais elles doivent être ancrées dans de grandes entreprises manufacturières qui peuvent continuer à embaucher, à demander et à créer de la croissance. Je pense donc que le continent a besoin d'un lien entre la FinTech et la croissance des PME jusqu'à un certain niveau où elles peuvent ensuite se transformer pour devenir des entreprises formelles, entrer dans une meilleure chaîne d'approvisionnement à long terme qui fournit et ancre l'industrie manufacturière. Le marché africain de la FinTech devrait être multiplié par 13 pour atteindre 65 milliards de dollars américains en 2030. Cette croissance remarquable souligne la reconnaissance croissante de la FinTech en tant que catalyseur de la transformation économique sur le continent, à mesure que de plus en plus d'entrepreneurs tirent parti de ces solutions financières innovantes. Le potentiel de création d'emplois et d'augmentation de la productivité devient encore plus prononcé.
Au Cameroun, les efforts pour la conservation et mise en valeur des richesses culturelles surtout sont en progression. La culture est sûrement l'un des domaines les plus vastes du Cameroun. Avec ses 240 ethnies, ses 10 régions et ses 240 langues, le pays d'Afrique centrale regorge d'une richesse inestimable sur le plan culturel. Oui, même déjà sur le plan national, le chef de l'État a sorti un décret qui constitue le musée national, qui est un réceptacle du patrimoine matériel et immatériel qu'on retrouve, mais également il a ouvert beaucoup de portes sur le plan international qui ont permis au Cameroun d'avancer. Mais on ne peut pas dire en totalité que le travail est terminé en 42 ans, puisque ce n'est pas en 42 ans qu'il a simplement démarré. Je pense par exemple au rapatriement des objets d'art qui sont partis. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait sans vouloir éventuellement donner raison à qui que ce soit. Je pense que nous ne sommes pas les derniers de la classe. À ce jour, plusieurs dossiers camerounais ont été introduits pour l'inscription sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut penser un tant soit peu que ce sont des sites hyper importants et qui ont toutes leurs chances pour qu'ils soient retenus comme des sites historiques, mais en sachant que lorsqu'un site est conventionné par l'UNESCO, il n'appartient plus seulement au pays, il appartient à l'humanité. Depuis 1987, date à laquelle le gouvernement a commencé à prendre des mesures pour révéler Bimbia aux yeux du monde, les touristes sont attirés par ce lieu situé dans la région du Sud-Ouest qui porte les cicatrices et les souvenirs douloureux de la traite négrière. Pourquoi Bimbia? Mais parce que Bimbia reflète un pan de l'histoire du Cameroun très très important. Aujourd'hui, quand on parle du savon de Marseille, mais c'est par là que passait l'huile et les VA qu'on produisait ici au Cameroun et qui passait par le port de Bimbia qui repartait. Ce port d'esclavage a été aussi un centre de transit pendant la traite transatlantique des esclaves, impliquant les pays africains, les Européens et l'Amérique. En avril 2006, le gouvernement camerounais a envoyé une liste indicative à l'UNESCO pour que les chutes de la Lobé soient reconnues comme site du patrimoine mondial. À noter que ce site illustre aujourd'hui à la fois les valeurs culturelles et naturelles du pays d'Afrique centrale. La capitale togolaise Lomé a vibré au rythme de la Coupe du Monde de Slam 2024. Cet événement international a réuni les slameurs divers horizons pour une semaine de riches célébrations de l'expression orale. Pour ma part, mon cœur saignait, croyez-moi, ce n'est pour rien. Victime de plusieurs mots sans avoir bien remonté. C'est un avant-goût de la 3e édition de la Coupe du Monde du Slam que le Togo est honoré d'accueillir. Nous ne pouvons pas parler du slam togolais sans citer des noms qui ont et qui œuvrent pour la promotion de la culture togolaise. Ah oui, si je ne cite pas Caporal Wisdom, je serais traité de menteur ambulant. Cet événement culturel se déroule ici à Lomé jusqu'au 18 novembre avec la participation de nombreux slameurs venus des 4 coins du monde. En plus du spectacle, cette 3e édition de la Coupe du Monde du Slam offre un cadre idéal pour que les slameurs du Togo et d'autres pays échangent leurs expériences. Nous avons 26 pays en compétition, 22 en présentiel et 4 en vidéo. Nous avons placé cette édition sous la professionnalisation de la scène slam au monde. Je tire une mention spéciale au chef de l'État. Depuis des années, il ne cesse d'apporter son appui à la culture, en l'occurrence l'art de la parole qu'est le slam. Pour la ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement, c'est un honneur pour le Togo d'accueillir cet événement. Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir les valeurs culturelles et en particulier le slam. Le Togo, notre pays, s'honore d'accueillir cet événement d'envergure qui n'est pas seulement une compétition artistique à nos yeux, mais un véritable rendez-vous de la parole libre, de l'échange des idées et de la rencontre des cultures. J'ai le devoir
au nom de son Excellence M. Foresos Nanyasingbe, président de la République, de saluer chaleureusement tous les participants, artistes, slameurs et slameuses venus des 4 coins du monde pour faire vibrer la terre de nos aïeux au rythme des vers, des rimes et des émotions. Vous êtes ici les porte-voix d'une jeunesse engagée, créative et audacieuse qui fait entendre sa voix avec toute la force du slam pour aborder des sujets aussi variés que profonds, de la condition humaine aux luttes sociales, de l'amour à la révolte, de la douleur à la joie. Véritable rendez-vous culturel, cette 3e édition de la Coupe du monde du slam promet de captiver le public jusqu'au bout. Le concours se déroule en présentiel et en ligne. Le trophée de cette édition a été présenté au grand public. Douala, la capitale économique du Cameroun, a accueilli au mois d'octobre une exposition d'art photographique avec plus d'une 40aine d'œuvres, une initiative du label culturel The Last Picture Show. Les amoureux de l'art ont eu le privilège de découvrir du 25 au 27 octobre 2024 à Douala les œuvres de plusieurs artistes émérites, parmi lesquels le photographe international Alain Gane. Le photographe a su capturer de manière magistrale la beauté de ces sujets, afin de les montrer au public. Les visiteurs ont été transportés par les images présentées en salle. Je trouve l'exposition magnifique. Magnifique, pourquoi? Parce que là, on trouve des artistes camerounais hyper créatifs, notamment Alain Gane. Quand vous regardez les portraits réalisés, mais des portraits qui sont la reproduction de peinture, c'est-à-dire de photos sur la toile. C'est magnifique et c'est très bien travaillé. Organisée par The Last Picture Show, cette exposition immersive qui vous transporte dans un univers cinématographique unique a vu la présence de personnalités passionnés de photographie et professionnels d'art. La beauté, le mélange, les couleurs, en fait, c'est tout simplement fantastique. Voilà. J'apprécie beaucoup. Le côté abstrait donne vraiment beaucoup de suite dans la pensée. Et j'aime beaucoup plus ces tableaux qui sont abstraits. Donc du coup, je me retrouve à 100% devant ce travail de Bouemba Crépin. Super. Les visiteurs ont pu apprécier des peintures en grand et petit format où les couleurs explosent et qui s'inspirent entre autres de son environnement. Cette photo, c'est vraiment, comment dire, c'est pour nous dire qu'on est vraiment des descendants de royaumes, de reines, d'Amazones qui se sont battus pour que nous soyons là en tant qu'Africains, là, est-ce qu'on est aujourd'hui, pour qu'on soit ce qu'on est. Ce sont des narratifs en fait qu'on n'a pas souvent. À noter que le Golwana Art Collectif œuvre depuis 25 ans à la promotion des artistes contemporains africains et camerounais en particulier. Avec la création en 2004 de Last Picture Show, le groupe organise régulièrement des expositions au Cameroun et à l'étranger pour donner plus de visibilité aux artistes locaux. Voilà, ainsi s'achève ce numéro d'Afrique Mag. Merci à tous nos amis techniciens du studio 2. Merci à Siham Afa, Amina Boukhalfa, notre réalisatrice. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. Au revoir.